Parfait. Alors, on va pouvoir débuter. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue là, à ce cinquième petit rendez-vous de la quatrième édition des Dialogues pour le climat. On est très content là, de vous avoir avec nous ce midi. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est très important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La plupart de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Et je vous invite aussi à voir le lien que je vais mettre dans le clavardage. On souhaite aussi remercier nos commanditaires et les organisations partenaires des dialogues, grâce à qui cette quatrième édition des Dialogues pour le climat est possible. Les Dialogues pour le climat, ce sont 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates des conférences des parties à la Convention 4 des Nations unies sur les changements climatiques. Cette année, c'est donc COP29 en anglais ou la CDP 29 qui se déroule à Bakou du 11 au 22 novembre. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur les sujets relatifs au CDP ou sur les enjeux environnementaux qui touchent le Canada et le Québec. Les dialogues ont pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques internationales et de mobiliser la société civile autour des CDP. Pour accéder à l'ensemble des événements organisés dans le cadre des dialogues, je mets tout à l'heure le lien vers nos sites web et vous allez pouvoir le voir la programmation comme il nous reste une semaine complète d'événements la semaine prochaine. Pour cet événement, pardonnez-moi, vous avez pu remarquer qu'il est enregistré. C'est juste pour permettre aux personnes là, qui ne peuvent pas être présentes en ce moment de regarder l'événement en rattrapage. Donc, il va être publié là, prochainement sur la chaîne YouTube du projet La Réalité climatique Canada pour que vous puissiez le voir, visionner l'enregistrement. Puis finalement, on va vous réserver un peu de temps à la fin pour les questions. Donc, on vous invite à mettre vos questions soit dans le clavardage ou dans la barre Q&A en bas de votre Zoom pour pouvoir poser vos questions aux panélistes. Et sans plus tarder, j'ai l'honneur de vous présenter votre animateur, Charles Fontaine, agent de communication, pardon, aux communications et à la mobilisation du Comité Solidarité Trois-Rivières. Donc, bonjour Charles et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Agathe, pour cette belle présentation. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous tous et toutes aujourd'hui. C'est une belle initiative que les dialogues du climat. Et d'ailleurs, comme le disait Agathe, c'est une initiative qui est en écho finalement à cette fameuse COP qui a lieu actuellement du côté de Bakou, en Azerbaïdjan. Et donc, la thématique journalière là, de l'événement de la COP 29, eh bien, la thématique, c'était la paix, le secours et le redressement. On va essayer de voir comment aujourd'hui, avec notre panel qui s'intitule Justice, équité et droits humains dans un contexte de changement climatique, comment on va essayer de pouvoir apporter la voix de la société civile québécoise ou canadienne dans cette grande discussion mondiale-là. Et pour faire ça, ben, on est quand même chanceux. On a un très beau panel, une belle brochette, comme on dit. J'ai la chance de m'entretenir, de parler avec vous aujourd'hui. Alors, on a tout d'abord, je dis Madame Shi Tao Zhang, qui est très impliquée là, au niveau de la justice climatique, mais également du droit au logement du quartier chinois de Montréal. Elle travaille actuellement là, comme chargée de projet à la Fondation David Suzuki. Alors, merci, Shi Tao, d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons également Jean-Baptiste Ndiaye, qui est, lui, responsable des formations et des animations scolaires et communautaires du côté de l'organisme EduConnexion. Et donc, je suis certain qu'il saura nous parler du rôle de l'éducation et de l'importance là, de l'implication de la jeunesse et qui pourra nous faire un bon résumé de ses 12 années d'expérience déjà dans ce domaine-là. Et finalement, j'ai aussi la chance de parler avec M. Albert Lalonde, qui est au secrétariat de Future Generation Tribunal. J'espère que mon anglais était pas si mal pour cette prononciation. Mais Albert revient également de ce qu'on appelle l'Anticop, donc un sommet mondial pour la vie et le climat. Et ça avait lieu la semaine dernière, je crois, oui, du 3 au 11 novembre. Et donc, ça avait lieu à Oaxaca, au Mexique. Alors, je suis certain qu'Albert sera nous, nous éclairer ou nous, en tout cas, nous rapporter un peu les faits saillants de ce sommet mondial. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aurai une première question pour vous. Je vais vous donner 3-4 minutes chacun pour y répondre. On va faire une espèce de tour de table en commençant par Chitao. En fait, j'aimerais que, Chitao, tu nous parles un peu de ton travail et de l'angle que tu as choisi, que ce soit l'éducation ou le droit, je crois. Donc, cet angle-là que tu as choisi pour défendre et promouvoir les droits humains et comment tout ça s'arrime finalement avec les changements climatiques. Oui, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir et merci beaucoup pour cette belle présentation.
Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais juste surligner les angles morts qui existent dans le cadre des droits humains dans lequel on opère et dans lequel la communauté internationale opère. Donc, le cadre des droits humains en tant que cadre juridique, il comporte plusieurs défauts. Par exemple, c'est un cadre qui est strictement vertical, donc il responsabilise les États vis-à-vis de leurs citoyens, mais qui n'incombe aucune obligation entre citoyens, au moins dans le cadre international, qui n'incombe aucune obligation entre citoyens, ni vis-à-vis les agences privées, donc les entreprises, par exemple, et les citoyens. Donc, dans le fond, c'est très, très difficile pour une personne d'obtenir un remède quand leurs droits se font violer parce que habituellement, il faut poursuivre l'État pour avoir manqué à son obligation à l'État d'avoir défendu nos droits. Donc, c'est aussi quelque chose dans lequel il y a beaucoup de difficultés à opérer quand il s'agit de violations des droits humains, comme on les appelle, entre les parties privées. Et ensuite, dans beaucoup de milieux que j'opère, il y a beaucoup de rejets du cadre des droits humains parce que les gens préfèrent euh, un cadre qui est plus centré autour de la dignité humaine ou de la justice inhérente, parce que comme les droits qui nous sont conférés par la Constitution ou le droit sont extrêmement limités et sont assujettis à des interprétations qui sont quand même assez strictes, ça ne permet pas de capturer euh, toute la dignité dont un être humain devrait jouir. Donc voilà, donc c'est juste pour mettre un peu, donc c'est juste pour expliquer un peu la notion sous-jacente des droits humains. Mais moi, personnellement, mon travail, je travaille beaucoup au quartier chinois de Montréal, au comité logement. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler sur un projet qui permet d'informer les locataires à propos de leurs droits du logement vis-à-vis le propriétaire, la police et le tribunal administratif du logement. Et le contexte des changements climatiques s'inscrit au quartier chinois d'une manière extrêmement particulière parce que, juste pour vous donner un peu d'historique, le quartier chinois, en tant que lieu, est un lieu de rassemblement pour les travailleurs migrants chinois qui ont été admis de force euh, au soi-disant Canada dans les années 1800 afin de participer au projet de conquête, donc des génocides des nations autochtones pour la consolidation de la nation qui est devenue le Canada aujourd'hui. Donc, c'est des travailleurs migrants qui ont été amenés de force dans ce pays pour participer à la construction des chemins de fer, comme nous le savons. Et après la finalisation de la construction des chemins de fer, on a complètement délaissé ces personnes à elles-mêmes. On a même imposé un quota sur les personnes chinoises qui pouvaient entrer chaque année. Donc, c'est dans ce contexte d'isolement que les personnes chinoises dans chaque ville se sont regroupées et ont créé leur propre communauté avec leurs propres institutions alternatives parce qu'il n'y avait personne qui voulait les aider de manière institutionnelle. Donc, les banques ne voulaient pas leur prêter de l'argent, les propriétaires ne voulaient pas leur louer des appartements. C'était extrêmement difficile pour les enfants d'avoir des services éducatifs adéquats. Donc, en raison de ces faits-là, c'est des personnes issus de la migration qui ont créé leurs propres institutions pour voilà, tenir un contrepoids à la discrimination systémique. Et je mentionne ce contexte historique sous-jacent parce que je pense que c'est important de comprendre la façon dont le quartier chinois a été créé afin de bien comprendre les enjeux qu'il vit aujourd'hui. Donc, dans un contexte de changement climatique au quartier chinois, c'est beaucoup de personnes aînées, allophones, qui ne parlent souvent ni français ni anglais et qui sont souvent délaissées à elles-mêmes en termes de logement et d'accès à des soins de services de santé. Or, comme on sait, dans un contexte de crise climatique, les fonds publics pour les mesures d'adaptation sont s'étirent beaucoup et il y a donc peu de ressources pour que ces personnes-là puissent avoir des conditions de vie décentes. Par exemple, on parle de logements exigus dans lesquels plusieurs membres sont entassés. On parle des îlots de chaleur causés par le fait que le quartier chinois est coupé par deux boulevards, donc ce qui cause énormément aussi d'émissions de CO2 et qui font augmenter les températures en été avec également l'absence des espaces verts, comme c'est un espace très restreint qui a été historiquement coupé afin de créer le boulevard René Lévesque. Mais je dis tout ça juste pour vous donner un contexte. Ça me ferait super plaisir d'en parler de manière plus approfondie après.
Et par rapport à mon travail avec la justice migrante, ça s'inscrit aussi dans un contexte de xénophobie montante où il y a souvent de plus en plus de mythes qui entourent le manque de ressources publiques, le manque des services, le manque d'accès aux services de santé, aux services sociaux, aux services éducatifs. Et on blâme souvent ces manques de ressources sur les immigrants, alors que ce sont les personnes qui soutiennent le plus les secteurs publics en occupant les métiers les plus ingrats. Et dans un contexte de changement climatique, on prévoit que les réfugiés climatiques vont augmenter en nombre. Et à mon avis, dans un contexte de changement climatique, c'est extrêmement important de s'assurer que les personnes migrantes puissent se prévaloir d'une dignité et d'une justice dont tout le monde devrait pouvoir jouir en raison de ces situations de précarité montante. Voilà. Wow, merci vraiment, Chita, pour cette réponse très, très chargée. J'ai appris plein de choses et puis vraiment, c'était très complet, tout historique. Ça nous permet effectivement de voir là, l'ensemble des injustices dont il est question là, dans ce que tu fais au quotidien. Merci. Je vais poser maintenant la même question, finalement, à Jean-Baptiste. Là, c'était la question de savoir l'angle choisi pour aborder les droits humains en lien avec les changements climatiques. Mais merci beaucoup, Charles. Voilà, je dois préciser que je suis là au nom d'un organisme qui s'appelle EduConnexion. Et EduConnexion est un organisme de formation et de sensibilisation qui a pour mission d'outiller toutes les personnes que nous rencontrons pour que chacun prenne une plus grande part, pour que nous ayons une transition vers un monde plus juste, plus écologique et plus solidaire. Alors, bien sûr, une transition vers un monde plus écologique et plus solidaire, nous le faisons à travers des formations et des sensibilisations. Et en lien avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui, nous faisons beaucoup de sensibilisation auprès des adultes, mais beaucoup de formation auprès des jeunes. Alors, avec les jeunes, parce qu'avec les adultes, on est plus dans la sensibilisation, mais avec les jeunes, on est plus dans la formation. Alors, former quelqu'un, c'est quelque part le formater, l'orienter. Et on peut l'orienter vers une sensibilité, c'est-à-dire on peut apporter en lui une nouvelle sensibilité et un nouveau questionnement sur un sujet. Et en lien avec le sujet de l'environnement, nous avons beaucoup d'ateliers qu'on anime dans des écoles secondaires, dans des cégeps, dans des organismes communautaires. Et on a beaucoup d'ateliers qui traitent de l'environnement, mais aussi des ateliers qui traitent du système commercial international qui est très injuste et qui a souvent trait avec l'environnement. On a des ateliers, par exemple, sur la surconsommation où on essaie de faire le lien entre notre mode de vie ici, surtout pour les jeunes, avec tout ce que nous avons comme téléphone, comme matériel, et d'où vient tout ce matériel et quel impact nous, jeunes, on peut avoir sur les questions environnementales. Alors, on le fait souvent pour éviter, en le faisant, on évite au maximum d'avoir l'impression qu'on vient vous donner des leçons ou on vient vous dire comment vous devez vous comporter. C'est pour ça qu'on le fait souvent sous forme de jeux ludiques, souvent avec des jeux de rôle où il y a certains qui ont un rôle à jouer dans la société et d'autres qui ont un autre rôle à jouer. Et forcément, ceux qui jouent un rôle où ils ont l'impression d'être exploités, où ils ont l'impression d'être victimes d'un système, ce que ça amène, c'est que ça amène une certaine frustration sur le jeu. Et après, on essaie de leur expliquer que dans la vie de tous les jours, il y a du monde quelque part qui vit cette frustration à longueur d'année. Ceux qui ont plus ou moins un rôle où au final, ils ont l'impression d'être les chefs, d'arnaquer le monde, on essaie de voir comment est-ce qu'à travers cela, voilà les conséquences que cela amène. Et bien sûr, c'est ce groupe-là aussi, ça finit par amener une certaine prise de conscience sur le fait que, d'une part, autant dans les pays qui sont des plus grands pollueurs ou des plus grands consommateurs, autant dans les pays qui sont plus ou moins victimes du système, nous sommes tous pris dans le même combat. C'est-à-dire que chacun change ses habitudes pour qu'on ait plus de justice économique et sociale dans le monde, mais aussi pour que nous ayons une planète
qui nous ressemblent tous, parce que les enjeux climatiques ne concernent ni un pays ou d'un autre, c'est une manière de montrer que nous sommes tous embarqués dans le même combat. Alors, ce qu'on dénonce ou la sensibilisation qu'on fait sur certaines injustices, qui donne l'impression que c'est plus pour être plus juste vis-à-vis d'autres peuples, mais c'est aussi une manière de protéger la planète que nous partageons tous. Alors, ce qu'on espère à travers ces formations vis-à-vis des jeunes, c'est de semer, et Dieu merci, on le réussit souvent, c'est de semer des graines. De semer des graines et d'orienter ces jeunes vers des problématiques pour qu'eux, ils s'approprient certaines problématiques, sachant que la question environnementale, bien sûr, est une question d'avenir, parce que la planète dont on parle, c'est plus les jeunes d'aujourd'hui, les plus jeunes, qui vont faire face à tous ces enjeux. Alors, quand on fait ces formations avec les adultes, c'est plus de la sensibilisation, mais cette sensibilisation, on l'a fait passer aussi à travers les jeunes. Quand on fait un atelier sur le commerce équitable, on ne s'attend pas à ce que les jeunes puissent commencer à acheter équitable parce que ce n'est pas les grands consommateurs, mais qu'eux-mêmes fassent la sensibilisation auprès de leurs parents pour avoir un commerce plus équitable et donc un commerce plus juste et un commerce qui respecte plus, qui sauve plus notre planète. Alors, depuis une dizaine d'années que nous le faisons, nous nous rendons compte de manière plus ou moins palpable des résultats. Parce que nous avons de plus en plus dans notre société une masse de consommateurs critiques qui a pris conscience de la nécessité de changer nos modes de vie, soit nos modes de consommation ou nos modes de produire, whatever. Une masse de consommateurs qui non seulement est assez conscientisée et adopte certaines nouvelles habitudes, mais qui n'hésite plus à en parler, sans donner l'impression d'avoir des leçons. De nos jours, on a une masse de consommateurs qui en font une sorte d'effet de mode, c'est-à-dire de parler environnement, de recycler, zéro déchet, et ainsi de suite. Et ce sont des gens, non seulement qui ont fait un effet de mode, mais qui n'hésitent plus à en parler. Donc, de plus en plus, cette question environnementale sont devenus des sujets dont on n'hésite pas à en parler. Les jeunes d'aujourd'hui, ou le plus ou moins jeunes, personne n'hésite plus à en parler sans avoir l'impression de donner des leçons. Donc, les gens n'hésitent plus à afficher leur position par rapport à ça. Et c'est en ce sens que la sensibilisation que nous faisons depuis des années, elle continue. Et on espère qu'elle va continuer justement à travers ces jeunes qui vont aller continuer cette sensibilisation vers les moins jeunes. Excellent. Merci, Jean-Baptiste. Vraiment, ça me rejoignait beaucoup, là, ce travail essentiel-là d'éducation, de sensibilisation des jeunes, de montrer les injustices et de faire comprendre qu'on peut agir ici localement, mais que ça peut avoir une portée globale, là. Je pense que c'est un travail essentiel que vous faites chez EduConnexion. Alors, merci pour cette réponse. Et pour donc 3-4 minutes à Albert, si tu pouvais y aller de ta réponse pour cette question, à savoir, toi, l'angle que tu as choisi et comment tu traites à la fois des droits humains et donc de la justice climatique ou de l'injustice climatique plutôt. Oui, ben moi, je viens des réseaux, je viens du mouvement étudiant au Québec d'abord. Puis bon, j'ai fait toutes sortes de choses un peu partout. Actuellement, je travaille comme directeur de l'équipe de recherche du Tribunal des générations futures, donc Future Generations Tribunal en anglais. L'idée, c'est d'organiser des assemblées, c'est vraiment de créer une nouvelle institution internationale, mais qui soit par et pour les enfants et les jeunes. Donc, on se rend compte que dans le multilatéralisme, il y a un monopole des États-nations sur l'ensemble des processus. Donc, à la COP, à part quelques agences de l'ONU, mais les seuls acteurs qui ont vraiment une voix au chapitre, ce sont les États. Mais les États ne représentent pas forcément leur population, etc. Donc, puis ensuite, évidemment, on peut parler des rapports de force entre les États. Mais donc, l'idée, c'est de créer une institution internationale qui puisse centrer la justice dans le multilatéralisme. La manière dont on l'aborde, c'est d'organiser des assemblées participatives, délibérantes, d'enfants, de jeunes à travers le monde. Donc, d'abord pour justement documenter ces violations-là des droits humains que vivent les communautés en première ligne, parce qu'on a encore un débat public puis des récits par rapport à la crise climatique qui
souvent où on réalise même pas l'ampleur de la vulnérabilité, mais aussi du fait que les vulnérabilités existantes face à la crise climatique découlent de processus de vulnérabilisation et sont le produit de violences systémiques. Et donc, on ne peut pas résoudre l'un sans aborder l'autre, évidemment. Puis ensuite, donc, c'est de documenter l'ampleur de ces violations-là des droits humains. Euh, mais ensuite, l'idée, c'est d'être dans la construction et d'aller au-delà des droits humains. Donc, tout le cadre juridique entourant les droits humains a été créé à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les élites blanches, européennes, bourgeoises ont réalisé qu'il y avait un problème et qu'il y avait quelque chose qui devait être fait par rapport à la dignité suite à des événements extrêmement traumatiques que vous connaissez tous. Mais donc, on reste dans un cadre qui est très eurocentrique, qui est très vertical, donc qui régit la relation entre les individus et l'État, avec tout le pouvoir d'arbitrer aussi entre différentes normes juridiques qui est celui de l'État. Donc, souvent, on va vouloir aller chercher des droits supplémentaires, euh, mais le fait d'avoir plus de droits ou de rallonger la liste des obligations des États envers nous, au final, c'est que quand on a plein de droits ou plein d'obligations qui ne peuvent pas être réalisées de façon simultanée, on fait simplement renforcer le pouvoir de l'État d'arbitrer entre ces normes. Donc, l'idée, c'est de créer, à partir de ces assemblées délibérantes participatives, un nouveau cadre de droit international où on a une cohésion puis une cohérence par rapport au respect des limites géophysiques de l'atmosphère, mais où on puisse aussi avoir une articulation localisée de normes diverses, parce que la justice, la dignité, ça veut dire plein de choses pour plein de monde. Euh, je veux dire, il y a toutes sortes de systèmes normatifs, juridiques, autochtones où, par exemple, le droit n'est pas un domaine séparé du reste de l'existence, de la spiritualité, de la famille, de la relation avec le territoire, de la façon d'être, de la vision du monde. Mais il y a néanmoins des cadres normatifs. Euh, donc, l'idée, c'est de voir que n'importe quel cadre de droit universel va privilégier des normes et va privilégier une vision du monde et en effacer d'autres. On peut aussi parler d'épistémicide normatif ou d'épistémicide, mais d'un point de vue juridique. Donc, épistémicide, c'est l'effacement de formes de savoir, d'épistémologie à travers les échanges et les dynamiques de pouvoir inégales entre les systèmes entre les systèmes de savoir. Donc, c'est ça. L'idée, c'est de combattre tout ça. C'est quelque chose qui est assez complexe à articuler, mais c'est ça. On poursuit plusieurs objectifs, puis le but, c'est vraiment d'être dans la quête d'alternatives. Ensuite, on ne se fait pas non plus d'illusions sur la volonté des États de mettre en œuvre ce cadre juridique-là, mais je pense que c'est vraiment fondé dans des principes, sur les principes d'autodétermination des communautés aussi, dans la mise en œuvre de ce potentiel cadre juridique qu'on tente de créer. Merci, Albert. Vraiment un projet intéressant, mais je trouve que le mot est faible en disant intéressant. C'est, je dirais, passionnant. Je resterai avec toi si tu veux bien. Je te poserai une petite question sur finalement, je l'appellerais l'Anticop. Je ne sais pas si c'est le bon nom, mais disons le sommet mondial dont tu as pris part là, la semaine dernière, je le rappelle, à Oaxaca, au Mexique. J'ai cru comprendre qu'il y avait la présence quand même de beaucoup de mouvements citoyens populaires, des mouvements autochtones particulièrement, et que tu étais un des rares Canadiens à participer à ce mouvement-là. Est-ce que tu peux nous ramener un peu l'essence de ce qui s'est dit? Ouais, j'étais essentiellement la seule personne qui provenait des organisations canadiennes. Donc, j'ai un petit poids en termes de rapporter aussi ce qui s'est dit. Mais donc, évidemment, l'Anticop, c'est une critique des COP. Là, la COP en Azerbaïdjan est dans un pétro-État. Il y a la BBC qui a enregistré le président de la COP en train de dire qu'il voulait utiliser la COP en tant qu'occasion pour signer des nouveaux deals d'exploitation pétrolière, gazière. Euh, il y a évidemment aussi toute la violence de l'État azerbaïdjanais envers les populations arméniennes. Puis, je veux dire, essentiellement, on voit un peu la même chose qui se répète à chaque année. L'an dernier, les Émirats arabes unis sont, je veux dire, un des principaux acteurs internationaux qui sont impliqués dans le conflit absolument terrible au Soudan, par rapport à l'accès aux ressources aussi. Euh, je crois aussi qu'il ne faut pas négliger le fait que ben, quand on a des COP à Montréal, comme celle sur la biodiversité d'il y a 2 ans, euh,
les démocraties libérales occidentales sont aussi les principaux responsables de la crise climatique qui n'ont pas forcément plus de légitimité sur le sujet, même si c'est des formes de violence qui sont perpétuées de façon différente. Mais bref, il y a cette critique des COP, le fait qu'elles centrent les États, et aussi le fait qu'il y a énormément de personnes de toutes les sociétés civiles qui participent aux COP, mais pour y avoir été, c'est aussi extrêmement difficile. Tout le monde a sa liste de priorités, qui est souvent assez longue. Tout le monde a des effectifs très réduits. Ça coûte cher de participer au COP. Donc, moi, en participant au COP ou aux négociations des SBs, donc des Subsidiary Bodies de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tient à Bonn entre les deux COP climat à chaque année au mois de juin. Ce qu'on voit à chaque année, c'est des problèmes de visa. C'est un accès discriminatoire au territoire pour les militants, par exemple, particulièrement africains. Etc. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui font en sorte que dans les COP, c'est dur. Je pense que les COP ont tendance à nous diviser entre mouvements sociaux, entre luttes sociales, ou du moins, c'est très dur d'avoir un agenda collectif, puis de bâtir les réseaux, d'avoir la force dont nos réseaux ont besoin pour avoir un impact, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des COP, d'un point de vue international. Donc là, c'était vraiment un espace où on pouvait simplement être entre nous, aborder notre capacité inhérente d'action parce que, je veux dire, le Tribunal des générations futures, c'est né de jeunes qui étaient dans les COP, qui travaillaient dans le contexte de la Convention cadre des Nations unies pour les changements climatiques. Puis c'est comme, OK, donc là, on va partager des choses extrêmement traumatiques. Par exemple, certaines personnes vont vivre une violence inouïe qu'elles vivent. Donc là, on va implorer des États qui n'en ont rien à cirer de soudainement respecter, reconnaître notre dignité alors que ça va contre leurs intérêts. Blablabla. Donc, c'est quelque chose de super disempowering, je pense. Donc, c'est ça. Là, on avait un espace autonome de création d'alliances qui visait beaucoup à soigner les relations entre les mouvements pour la justice climatique qui sont nés depuis 2019 et les mouvements de défense territoriale, donc principalement autochtones ou paysans, principalement du Sud global. Donc, de vraiment soigner cette relation pour voir comment, parce qu'on a des mouvements pour la justice climatique qui ont énormément de visibilité, qui ont réussi à avoir un impact médiatique dans les dernières années avec différentes actions. Puis on a des luttes territoriales qui sont celles qui permettent de réellement préserver le territoire des ressources extractives. Donc, par exemple, à Oaxaca, quelques jours avant qu'on soit arrivé, il y a 2 opposants à un projet minier qui ont été assassinés en plein centre-ville. Donc, on parle vraiment de formes de violence extrêmes. Il y a aussi beaucoup, je veux dire, moi, j'ai passé une semaine à me faire parler à chaque heure d'un projet minier, d'une compagnie minière canadienne spécifiquement différente. Donc, le Canada qui est un paradis fiscal, particulièrement pour l'industrie minière, avec très peu de répercussions. Donc, les compagnies minières qui commettent des exactions à l'étranger ne peuvent pas être poursuivies devant les cours canadiennes pour cette violence-là qu'elles exercent. Donc, il y a tout un régime juridique législatif qui fait en sorte qu'il y a énormément de minières qui sont enregistrées au Canada, donc pas forcément avec des capitaux canadiens, mais néanmoins, ça crée une responsabilité, une complicité. Le Canada qui a aussi joué un rôle dans des entreprises de déstabilisation politique, par exemple au Honduras, avec le coup d'État de 2009, je crois, qui a amené au pouvoir le président Orlando, qui a fini en prison à cause de son implication avec le narcotrafic, bref, etc. Donc, on voit aussi la diplomatie canadienne qui est au service de cette industrie extractive-là, qui empoisonne des bébés, qui tue des opposants, etc. Donc, c'est de voir comment on peut créer des réseaux de solidarité. Puis personnellement, ce que je veux ramener ici, c'est on a besoin, je veux dire, il y a le travail de Mining Watch, il y a le travail du Comité de défense des droits humains en Amérique latine qui est important, mais on a besoin de vraiment, je veux dire, quand on parle de justice climatique, là, on est rendu, je veux dire, 2019, on a permis d'avoir un consensus social sur le fait qu'il y avait une urgence climatique. Puis là, on est à l'étape de créer un genre de consensus social sur les solutions à la crise climatique. Je pense que c'est 2 étapes distinctes en tant que mouvement. Et donc, on ne peut pas ne pas adresser la question minière ici, mais aussi à l'étranger, parce que tout ce qu'on parle des technologies soi-disant vertes, la décarbonation, ça se fait à travers l'exploitation massive de minéraux. C'est présenté comme quelque chose de positif pour la planète, alors que c'est l'industrie la plus polluante qui cause le plus de contamination. Donc, puis avec, en plus de tous ces niveaux, toutes ces couches de violence
sociale, environnementale, politique. Donc, c'est ça, je pense que c'est vraiment le but de l'Anticop, c'est de recentrer ces perspectives-là, c'est de dire, mais il faut qu'on renoue avec le lien, avec le territoire, il faut qu'on renoue avec la défense du territoire, particulièrement les mouvements pour la justice climatique qui vont souvent avoir des revendications très larges et peu d'ancrage ou d'enracinement géographique. Ou vraiment, même quand on parle de ville aussi, on est très détaché de nos quartiers et tout. Donc, je pense que c'est de développer des visions différentes, c'est de développer des réseaux de solidarité aussi avec différentes luttes de libération. Je pense à la Papouasie occidentale qui est sous occupation de l'Indonésie, qui rase des forêts tropicales entières qui sont extrêmement importantes du point de vue de la captation carbone notamment, mais pas seulement, pour des plantations de canne à sucre ou d'huile de palme. Je pense à Kanaki, donc en ce qu'on connaît sous le nom de Nouvelle-Calédonie, qui est sous occupation française depuis 1853. Il y a eu 13 morts dans les derniers mois suite aux violences policières. Donc, le mouvement souverainiste qui est encore très fort. Donc là, on parle aussi, c'est toujours lié à des enjeux extractifs. Donc, le cuivre, le nickel, la transformation du cuivre, du nickel, le droit des peuples sur les ressources qui sont extraites de leur territoire. Il y avait, c'est ça. Bref, je vais m'arrêter ici, mais on parle aussi d'effacement de la dette des pays du Sud global et de la collaboration qu'il peut y avoir entre mouvements du Nord global et du Sud global pour aller vers des annulations de dettes, par exemple. Très, très intéressant, Albert. C'est vrai que l'extractivisme reste l'angle mort, je crois. On en parle presque jamais quand on parle des COP, mais on voit là qu'effectivement, les droits humains sont autant bafoués que les droits de l'environnement. Mais merci de nous reporter ces éléments-là de l'anti-COP qui a eu lieu là, au Mexique la semaine dernière. On va aller maintenant avec Jean-Baptiste. J'ai une question pour l'animateur, le concepteur d'atelier que tu es. Tu nous en as glissé un mot tout à l'heure. Tu disais que tu voyais vraiment peut-être dans ton expérience un changement, mais j'aimerais que tu nous en parles un peu plus de ce fameux changement de mentalité-là ou cette meilleure compréhension-là que peut-être ont les jeunes, où j'ai senti comprendre que les nouvelles générations peuvent avoir sur les liens justement entre la lutte contre les changements climatiques et la lutte pour la justice sociale. Est-ce que tu vois une différence ou en tout cas un changement là, dans la dernière décennie? Oui, 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 effectivement, il y a un changement parce que, de manière générale, dans une lutte, quand on n'est pas très concerné par l'objet de la lutte, on y adhère moins. Alors, le tout, c'était dans ces genres d'ateliers, d'amener les jeunes sur le fait que les, les victimes du système, autant du système économique mondial que les principales victimes du changement climatique, qui sont généralement très loin d'ici, qu'on peut avoir un lien concret avec nos modes de vie ici. Parce que généralement, nos modes de vie ici influencent beaucoup tout ce qui se passe ailleurs. Et donc, c'est un grand temps qu'on a réussi à apporter sur la table et à ouvrir aux jeunes de manière très concrète. C'est-à-dire comment est-ce que le mode de vie de chacun ici, adulte, jeune, même le plus jeune, à travers ses modes de vie, à travers ses choix de consommation, peuvent être en grande partie responsables de ce qui se passe ailleurs. Et sur ce domaine, depuis quelques années, on a vraiment réussi à montrer aux jeunes cette articulation, aux jeunes et aux moins jeunes, bien sûr, et de manière plus ou moins concrète, de manière à ce qu'aujourd'hui, quand on fait des ateliers, de manière générale, les sujets qu'on apporte, dès qu'on parle de l'injustice sociale, on voit, ou dès qu'on parle des problèmes sociaux, environnementaux, économiques dans les pays les plus défavorisés, désormais, les jeunes savent tout de suite voir le lien, c'est-à-dire c'est quoi notre responsabilité ici, en quoi est-ce que nos modes de vie ici peuvent être directement liés à ce qui se passe ailleurs. Et Dieu merci, depuis quelques années, on le voit de plus en plus chez des jeunes. À titre d'exemple, l'année passée, je suis allé dans une école secondaire pour animer un atelier sur le commerce équitable. Et quand je marchais dans le couloir, il y a une fille de 12 ans à peu près qui m'a dit « Mais monsieur, je vous connais. Vous êtes venu nous expliquer dans un atelier, il dit, je ne me rappelle plus, mais vous nous aviez expliqué comment est-ce que nous, on est responsable ici de la situation de beaucoup de pays qui sont en guerre,
Je dis, ben, merci beaucoup, on a semé de bonnes graines. Et c'est en ce sens justement qu'on réussit justement de plus en plus à montrer aux gens que la planète dans laquelle nous vivons, la mondialisation dont on en parle, elle n'est pas juste une mondialisation juste culturelle et tout, mais c'est une mondialisation des conséquences aussi, où ce qui se passe ici peut avoir des répercussions ailleurs. Et vice-versa, la difficulté des situations, les difficultés sociales, les difficultés économiques que vivent beaucoup de personnes sur d'autres continents peuvent finir par avoir des répercussions ici de manière très concrète sur nos vies, que ce soit à travers les questions sécuritaires, que ce soit à travers les questions d'immigration irrégulière qui deviennent un objet de politique étrangère pour presque tous les pays du monde, que ce soit aussi les questions de transformation des économies de ces pays. Parce que quand les victimes du système agricole qui est injuste, c'est-à-dire les paysans qui n'arrivent plus à vivre de leur production de café et de cacao, ils ont tendance à se reconvertir dans une autre production beaucoup plus lucrative, la coque. Et le monde ne s'en porte pas bien. Donc, on arrive à travers ces ateliers à montrer aux gens que nos modes de vie ici peuvent être responsables de beaucoup de choses là-bas, mais les conséquences de toute cette injustice peuvent finir par se retourner contre nous ici de manière très concrète. Mais dans tout cela, ce n'est pas parce que à partir d'ici, on peut vivre les conséquences de toute cette injustice qu'on doit réagir, mais qu'on doit plutôt réagir par devoir de justice vis-à-vis de tous ces peuples qui subissent notre injustice à partir d'ici. Merci, Jean-Baptiste. Vraiment, des fois, c'est les petites anecdotes comme ça, hein, qui donnent un peu d'espoir, là. Je pense à cette jeune fille dont tu nous parles, puis vraiment, ça fait plaisir, j'imagine, de savoir que on retient des choses, puis que tranquillement, pas vite, il y a un changement de mentalité qui peut s'opérer. On peut entrevoir un peu de lumière à travers ça. Merci. Exactement. Et J'ai une question. si vous permettez une autre Oui, petite absolument. anecdote d'une jeune fille qui m'a dit à la fin d'un atelier, il m'a demandé, monsieur, est-ce que vous faites ces ateliers-là à titre privé? Je dis à titre privé, c'est-à-dire, il dit, est-ce que vous pouvez venir à la maison et puis expliquer tout ça à mon papa? Et puis la réponse, est-ce Il que me dit, le faites-vous? Allez-vous dans les maisons? non, je lui dis, mais vu comme ça, on peut y essayer là. Invitez-nous à souper et puis on va en profiter pour discuter avec votre papa. Là. Elle m'a dit qu'il en aurait beaucoup besoin. Oui, merci Jean-Baptiste. Maintenant, une question pour Chitao, là. Tout à l'heure, tu nous parlais du travail que tu faisais, entre autres, là, à défendre les droits au logement dans le quartier chinois de Montréal. Tu nous as bien expliqué ben, disons, les fondements, là, l'historique derrière l'existence de ces quartiers-là qu'on voit un peu partout dans les villes canadiennes. Et en fait, ma question, ce serait de revenir un peu sur les liens qu'il y a. Tu en as parlé un peu, mais on pourrait y revenir plus longuement sur les liens qu'il y a entre vraiment, ces injustices-là, qui sont des injustices quant aux droits humains, au droit au logement, mais aussi des injustices qui sont vraiment de l'ordre là, de l'injustice climatique. Oui, absolument. Donc, dans un premier temps, je vais parler du quartier chinois et ensuite, je vais parler de Solidarité sans frontières et du Migrant Rights Network, qui sont deux réseaux pour la justice migrante avec lesquels j'ai travaillé. Donc, dans un premier ordre, le quartier chinois. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, les enjeux de crise climatique au quartier chinois se reflètent plus dans une dimension d'aggravation ou des effets particuliers de la crise climatique en raison des particularités voilà, historiques et culturelles du quartier chinois. Donc, par exemple, comme je l'ai expliqué tantôt, le quartier chinois, ça s'est historiquement construit dans un espace public où ou que peu de personnes fréquentaient parce que c'était l'espace de la ville où personne ne voulait y aller. Et donc, naturellement, voilà, c'est des travailleurs migrants chinois qui ont commencé à occuper cet espace. Et je parlais également tantôt de la création des institutions alternatives pour faire un contrepoids à la discrimination systémique. Si je peux apporter davantage de précision là-dessus, donc, dans un premier instance, il y a des associations claniques ou des associations familiales qui existent d'ailleurs toujours au quartier chinois. Vous pouvez aller les voir, il y en a plusieurs. Donc, que ce sont les associations claniques? C'est des associations de personnes qui ont été créées soit par le fait que toutes les personnes portent le même nom de famille,
donc qui sont dans un même clan familial au sens large, ou que ce sont des personnes qui proviennent de la même région en Chine. Donc, par exemple, quand on parle des provinces, quand on parle des régions. Donc, c'est des regroupements de personnes qui se sont créés au sein du quartier chinois afin afin de fournir de l'aide mutuelle et de la solidarité financière entre les membres du quartier chinois. Donc, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, il n'y avait pas de banque qui voulait faire de prêts à des personnes chinoises. Donc, ce qu'ils faisaient les associations claniques, c'est que chaque mois, les gens devaient payer une sorte de cotisation et tout le monde payait, par exemple, 5 et l'argent était ensuite prêté aux personnes de l'association qui étaient dans le besoin. Donc, c'était vraiment un système très grassroots de solidarité mutuelle pour pourvoir aux failles de l'État à satisfaire leurs besoins. Et cette forme de solidarité financière existe toujours au quartier chinois. Et je pense que c'est là qu'on entre dans la dynamique des effets de la crise climatique qui sont exacerbés par les injustices sociales qui existent également au quartier chinois. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les personnes qui forment toujours ces associations sont majoritairement des personnes âgées allophones, donc qui ne parlent ni français ni anglais, et les seuls lieux de service où ils peuvent avoir accès à des services linguistiquement accessibles sont au quartier chinois. Or, ces personnes aînées sont aussi des personnes hautement vulnérables, souvent en situation de handicap, qui reçoivent de l'aide sociale et qui habitent dans des logements très exigus, souvent même des maisons de chambre qui sont peut-être illégales, donc non enregistrées auprès de la régie du logement. Et avec les conditions de la crise climatique qui empirent, donc par exemple la chaleur extrême en été, le froid extrême en hiver, ou même les îlots de chaleur qui sont créés par les chantiers à proximité du quartier chinois, ces logements deviennent extrêmement étouffants et ces logements deviennent extrêmement dangereux même en été. Il y a aussi les travailleurs migrants au quartier chinois, dont beaucoup sont sans statut, qui vivent aussi de manière clandestine dans ces maisons de chambre et également qui, sans statut, ne peuvent pas défendre leurs droits correctement devant un tribunal au risque de se faire arrêter. Donc, on voit les limites du cadre du droit humain régi par l'État dans lequel on a des droits qui sont supposément garantis, mais qu'on ne peut pas... mais qui ne se matérialisent pas en réalité en raison du fait que l'État ne considère pas ces personnes qui tombent entre les mailles du filet comme des personnes qui sont dignes de la protection de l'État. Donc, dans un premier temps, donc ça, c'est le contexte avec le droit du logement et avec la spéculation immobilière qui augmente autour du quartier chinois, comme c'est un lieu au centre-ville où il y a beaucoup d'hôtels de luxe, beaucoup de Airbnb qui se construisent aussi. Il y a aussi un enjeu en lien avec la culture, où il y a beaucoup de spéculateurs immobiliers qui essaient de racheter les bâtiments historiquement significatifs pour la communauté chinoise afin de les reconvertir en condos de luxe ou en Airbnb, ce qui donne lieu à une pratique qu'on nomme la rénoviction. Donc, c'est quand on investe les locataires sous prétexte de faire des rénovations et ensuite on transforme ce bâtiment qu'on peut ensuite revendre ou louer à d'autres personnes à un prix beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, c'est vraiment la crise en ce moment centrale au quartier chinois où il y a beaucoup d'aînés allophones, de personnes sans statut, de travailleurs migrants qui sont toujours à risque de se faire évincer de manière illégale par le propriétaire qui, des fois, a même recours à l'intimidation ou aux menaces pour essayer de faire déménager la personne de force. Et ces personnes se retrouvent alors hautement précarisées parce que, voilà, ce sont souvent des personnes aînées en situation de handicap qui reçoivent de l'aide sociale, qui peuvent à peine payer leur loyer et qui se retrouvent sans domicile fixe. Avec également l'augmentation de la crise climatique et l'exacerbation des chaleurs extrêmes et des températures extrêmes, il y a aussi un enjeu où il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance qui se retrouvent au quartier chinois en raison de la proximité d'un refuge et en raison du fait sûrement que la nourriture au quartier chinois est peu coûteuse, donc plus facilement accessible. Et voilà, dans des conditions climatiques qui sévissent, ces personnes-là, évidemment, sont plus à risque d'être exposées aux éléments naturels et aux catastrophes climatiques qui peuvent arriver à tout moment. Et il y a aussi un enjeu, évidemment, de discrimination systémique parce que les personnes que l'on trouve au quartier chinois qui se retrouvent sans abri sont souvent des personnes soit autochtones
ou noires ou encore voilà, racisées, immigrants, son statut. Et au sein même du quartier chinois, il y a beaucoup d'intérêts qui sont divisés parce que, outre la question voilà, de la race ou de la culture qui unit tout le monde, supposément au quartier chinois, il y a aussi les intérêts de classe. Donc, c'est sûr que les propriétaires des commerces sont insatisfaits quand il y a des personnes sans abri qui se trouvent devant leur magasin voilà, pour des raisons parce qu'ils pensent que ça leur fait perdre la clientèle ou ils ont peur que les personnes commettent des crimes de survie afin de subvenir à leurs besoins et qui, en fait, ont recours à la violence étatique. Donc, souvent, il y a aussi beaucoup de menaces et de violences physiques entre individus, donc des fois entre les propriétaires du magasin et une personne qui peut, par exemple, qui demande de la nourriture. On a aussi déjà une situation de personne qui s'est fait renverser de l'eau dessus parce que le propriétaire n'était pas content qu'elle dorme devant son magasin. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi des intérêts de classe qui divisent la communauté et qui sont centraux au conflit communautaire qu'on retrouve en ce moment parce que les intérêts divergent beaucoup, mais nous qui travaillons plus pour les comités de logement ou qui sont plus soucieux des droits des personnes sans abri, on trouve qu'il est extrêmement important de prioriser la survie de tout le monde et de répondre aux besoins de tout le monde avant de parler voilà, de développement économique ou de spéculation immobilière. Donc, je pense que c'est aussi un point tournant dans le contexte de la crise climatique où on essaie de mobiliser la communauté à faire un choix clair entre les enjeux de justice climatique et de justice sociale, puisque les deux sont intrinsèquement reliés, ou vers l'exploitation et la financiarisation ou la financiarisation de notre culture qui va encore nous mener sur un chemin de capitalisation ou d'exploitation sauvage. Donc ça, c'est un enjeu qui existe au quartier chinois. Et dans un deuxième lieu, quand on parle de travailleurs migrants, dans un contexte de justice migrante, il y a aussi des enjeux avec la crise climatique par rapport à leurs conditions de travail. Donc, je vais juste expliquer un peu le régime des permis de travail. Oui, Chita, je te donne quelques secondes, encore peut-être une petite minute pour nous expliquer tout ça, mais je vois déjà le temps qui file. Là, on Oui, voudrait prendre quelques questions du public, mais je te laisse la parole. pardon, je vais me dépêcher. Mais ce que je voulais dire, c'est que le régime des permis fermés au Canada est extrêmement onéreux et met les gens à risque d'esclavage moderne. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapporteur spécialisé de l'ONU en droits humains parce que le permis de travail, il est attaché à un employeur fixe et à un métier fixe, ce qui fait que ton statut dépend de ton employeur. Donc, tu ne peux pas essentiellement quitter ton emploi ou défendre tes droits s'ils sont bafoués au travail, sans quoi, voilà, tu risques d'être déporté ou de perdre ton statut. Et en raison de cela, les travailleurs agricoles, dont la plupart sont des travailleurs migrants au Canada, ont énormément de difficultés à défendre leurs droits au travail qui se passe dans un environnement extérieur où ils sont les plus exposés à des conditions climatiques dans un contexte de crise climatique. Donc, là aussi est l'enjeu central de la crise climatique et de l'intersection entre la justice sociale et la justice climatique. Merci vraiment de mettre la lumière aussi sur ces travailleurs-là, ces travailleuses-là qu'on oublie malheureusement trop souvent. J'ai une petite question avant d'aller aux questions du public, une petite question où ça va être un exercice. En fait, je vais vous demander à tour de rôle pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le sujet, je vais vous demander d'y aller en 60 secondes, de nous expliquer selon vous, c'est quoi la justice climatique et c'est quoi son idéal, là? Comment on fait pour atteindre cette justice climatique-là? Je vais commencer par Jean-Baptiste. Tu es le premier à briser la glace et nous expliquer en 60 secondes ce que c'est que la justice climatique. Alors, la justice climatique, c'est une forme de justice environnementale qui met l'accent sur les impacts inégaux des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables à ces changements. C'est donc une notion qui est relative aux conséquences inégalitaires des changements climatiques. Elle relie donc les crises climatiques aux problèmes sociaux. Donc, ce sont des approches éthiques et morales de la gestion de l'égalité face au changement climatique. Donc, en termes plus clairs, c'est le fait de prendre conscience que les
principales victimes des changements climatiques sont ceux qui polluent moins la planète et d'essayer de créer une sorte de justice réparative pour que ceux qui sont les principales victimes de ces changements soient ceux qui réparent, entre guillemets, ou ceux qui soutiennent les principales victimes de ces changements climatiques. Et on l'a vu depuis quelques jours à Bakou, où une coalition de présidents à la COP, ou une coalition de chefs d'État de pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, à qui on avait promis justement 100 milliards de dollars à l'avant-dernière COP et qui n'ont pas été versés, bien sûr, réclament aujourd'hui 1300 dollars, 1300 milliards de dollars pour faire face à tous ces changements. Et bien sûr, cela est demandé à des pays comme la Chine, qui sont les principaux pollueurs, qui malheureusement ne veulent plus payer, à des pays comme les États-Unis, avec Donald Trump, qui veut payer moins, et à des pays comme l'Europe, qui n'a plus beaucoup de moyens de payer. Donc, c'est une sorte de justice réparatrice, si je peux me permettre ainsi, vis-à-vis des principales victimes de ces changements, de la part, bien sûr, et qui doivent être supportés par ceux qui polluent, et ceux qui sont les plus responsables de ces changements. Merci Jean-Baptiste. Déjà, on a une excellente idée de ce que c'est la justice climatique avec cette idée de justice réparatrice. Chitao, si tu veux t'essayer en une petite minute de nous aider ou en tout cas bonifier la réponse de Jean-Baptiste, de comprendre c'est quoi la justice climatique. Oui, absolument. Si je peux abonder dans le sens de ce que Jean-Baptiste dit, la justice climatique, pour moi, c'est l'idéal d'une société qu'on doit nous donner la permission d'oser imaginer, parce que je pense aussi que c'est l'idéal vers lequel on doit travailler et on doit se donner la permission d'imaginer une société qui passe par l'élimination de tous les systèmes d'oppression. Donc, on parle à la fois du racisme, d'extractivisme, qui est aussi en fait lié à l'impérialisme. Et on parle également du fait de répondre à nos besoins nous-mêmes en passant par notre communauté et les personnes autour de nous et sans compter sur les structures étatiques parce que souvent, je vois que des personnes autour de moi ou des fois moi-même, je tombe dans ce paradoxe où on implore l'État, où on implore la police de nous protéger, mais en fait, ce sont ces institutions oppressives qui sont à l'origine de la crise climatique et des injustices sociales que nous subissons aujourd'hui. Et dans le fond, pour moi, ça n'a aucun sens de compter sur les oppresseurs pour nous protéger. Et je pense que si notre conception de sécurité doit s'actualiser au détriment des autres, alors ce n'est pas vraiment de la sécurité, c'est juste une tour d'ivoire dans laquelle on s'enferme pour éviter de confronter la souffrance que, par exemple, comme notre pays cause à l'étranger à travers l'extractivisme et l'impérialisme. Donc, moi, ça passe vraiment par une solidarité sans frontières parce que les feux de forêt ne s'arrêtent pas aux frontières, la crise climatique ne s'arrête pas aux frontières. Donc, voilà, la solidarité non plus ne devrait pas s'arrêter aux frontières. Tout à fait. Merci, Chitao. Vraiment, très, très bonne réponse. Albert, le mot de la fin, avant de prendre les questions du public, qu'est-ce que la justice climatique pour toi? Ben, j'abonde dans le sens de Jean-Baptiste et Chitao qui en ont déjà dit beaucoup. Je pense que moi, je ne vois pas la justice climatique comme étant un aboutissement, mais vraiment comme un processus, une grille d'analyse. C'est-à-dire que les changements climatiques vont définir les prochains siècles, probablement les prochains milliers d'années. Donc, il y a cette évolution constante du climat qui requiert une adaptation aussi des principes de justice. Je pense que c'est ça, puis il y a ce pluralisme de signification de ce que je veux dire la justice, de comment atteindre la justice, puis qui va être amené à évoluer puis à répondre au développement à cause des limites géophysiques de la planète, qui restent pas, vont continuer à évoluer. Donc, je pense que c'est ça. Mais ensuite, la justice climatique, je crois que puis cette solidarité universelle et inconditionnelle dont parle Chitao, je pense que c'est aussi le seul moyen de ne pas être dans une perpétuelle crise climatique. Parce qu'on est dans une crise climatique parce que nos institutions, nos modèles de gouvernance sont complètement inutiles pour y faire face parce qu'on a des gouvernements qui sont élus à chaque 4 ans qui n'ont aucun intérêt à vraiment combattre, à aller à la racine ou à vraiment tenter d'avoir des solutions satisfaisantes aux problèmes.
Donc, voilà, pour moi, la justice climatique, c'est un peu une planche de salut, c'est de sortir de la crise, c'est de penser à long terme. Puis c'est un projet, en fait, je pense que c'est une pluralité de projets politiques qui sont fondés sur sur la reconnaissance profonde de notre interdépendance collective, avec idéalement une visée de libération collective que je pense qui est nécessaire. Vraiment très intéressant. Je tiens d'abord à vous remercier tous les trois là, parce que ça a été fort intéressant comme discussion. J'ai appris beaucoup de choses et je crois qu'il y a quelques questions qui pourraient émerger du public. Donc, vous pouvez soit écrire dans le chat, soit lever la main avec le petit bouton que vous voyez dans le bas de votre écran. On a le temps de prendre une ou deux questions et ensuite je redonne la parole à Agathe. Oui, donc n'hésitez pas, on peut aussi juste ouvrir votre micro et votre caméra si vous voulez, là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que Mélanie en avait une, mais je pense que Mélanie est partie. Donc, c'est Ah, votre chance là, si vous voulez des précisions, là. On a 3 panélistes extrêmement, qui ont extrêmement de connaissances, là. Donc, c'est votre chance. moi, de mon côté, je vois pas de main qui se lève. Je vois pas le chat, puis là, maintenant, je le vois. Et oui, voilà, Mélanie nous a quittés. Elle avait levé la main tout à l'heure, mais bon, ce n'est plus là. C'est pas plus grave que ça. Je vais quand même conclure là-dessus. Vraiment, on aura réussi à finir dans les temps, ce qui est un exploit en soi, parce qu'on a tous et toutes beaucoup de choses à dire. Et vraiment, ça a été fort intéressant. Je le redis, là. J'ai hâte de vous recroiser un peu partout dans les instances démocratiques, n'importe où. Vraiment, vous êtes des gens formidables et très intéressants. Alors, merci. Et je laisse le mot de la fin à Agathe. Ben oui, je tiens juste à réitérer là, un énorme merci à Charles, Chitao, Albert et Jean-Baptiste. Évidemment, toutes les personnes qui ont écouté ou qui vont écouter là, en rattrapage ce panel. Ça a été super intéressant. Puis merci là, de prendre le temps dans un moment que je pense qui est très occupé pour tout le monde de nous parler. Puis je tiens aussi juste à vous rappeler qu'on a un autre événement cet après-midi pour conclure la première semaine des dialogues pour le climat et une panoplie d'autres événements là, la semaine prochaine. En plus d'un événement de clôture en personne à Montréal, au Tiohtià:ke, le 25 novembre. Donc, j'ai mis là, les réseaux sociaux des dialogues si jamais vous voulez en apprendre plus, vous inscrire. Tous les événements sont gratuits. Donc, je vous invite là, à voir le reste de la programmation. Mais sur ce, un très grand merci, puis une très belle fin de semaine à tous et toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Au revoir.